trop de retard. Donc merci d'être présent. Et puis immédiatement, je vais passer la parole à Yann, qui au nom du collectif Résistance Citoyenne va vous accueillir. Et après, je prendrai la main pour vous expliquer très rapidement le déroulé. Et ensuite, on démarre. Que juste 30 secondes, donc pour vous remercier à tous et à toutes d'être présents, pour remercier aussi la mairie de Ruelle, parce qu'il nous prête ce théâtre et qui nous permet depuis plusieurs années d'avoir des journées de réflexion sur un thème ou sur un autre. Et si la mairie ne nous prêtait pas ce théâtre, eh bien on ne pourrait pas faire tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Je tiens très très sincèrement à les remercier, et en particulier tout le service culturel de Ruelle. Je remercie aussi le Saoul Katz, évidemment, qui est présent, Olivier Rapalan, Laurent Courtois qui est ici, qui vont nous permettre d'analyser un petit peu ce problème de l'inclusion, où trop souvent il est employé comme un mot, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et c'est ce que l'on va essayer de faire cet après-midi, essayer de mieux comprendre, et parce que c'est la première des choses à faire, c'est comprendre pour arriver à agir. Voilà, donc encore une fois, merci à tous d'être là. Très très bonne soirée. On va, voilà, et puis à la fin de la soirée, vers 8h, il y aura un apéritif dînatoire, et voilà, on pourra continuer à discuter. Merci à tous. Merci Yann, c'est un effort pour lui de parler comme ça, donc merci beaucoup. Donc pour ma part, je suis Laurent Courtois, je vais avoir le plaisir d'être le fil rouge de la soirée. Donc sur une soirée qui, ma foi, me semble particulièrement d'actualité, et d'autant plus dans sa dénomination, puisqu'on va questionner et on va partager ensemble la dimension de l'inclusion, mais tant dans une dimension politique que surtout pratique, et ça nous intéresse beaucoup de le partager ensemble. Donc nous avons modifié un petit peu par rapport au programme que vous avez eu. Là, nous allons avoir l'intervention de Saul Katz. Ensuite, nous allons avoir une première table ronde. Il y aura une table ronde donc, qui permettra de discuter la notion d'inclusion avec un prisme qui va être celui de l'enfant, l'adolescence et les jeunes adultes. Et puis nous aurons ensuite Olivier Rabalan qui assurera donc une fonction à partir des vidéos et des différentes actions qu'il a pu voir et avec lesquelles il souhaite échanger avec vous. Et nous aurons ensuite un deuxième temps qui sera basé sur la mobilité et le travail. Donc là, une deuxième table ronde, et théoriquement, ça devrait nous amener aux alentours de 20h. Le principe des tables rondes aussi, c'est de discuter de différents projets, des différents points de vue des personnes, mais aussi de jouer avec vous aux questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions interdites, on est là pour en discuter. Et le maître mot de la soirée, c'est de considérer que la question de l'inclusion, c'est une question pour tous, une question citoyenne, une question aussi de démocratie, et ça c'est important, ce n'est pas seulement des experts ou autres qui sont concernés par ça, mais c'est véritablement l'ensemble des citoyens. Voilà. Donc je vais avoir le plaisir d'accueillir Saul Katz, qui nous arrive directement de Paris, voilà, donc... Et c'est un vrai plaisir que de l'avoir pour différentes raisons, à la fois des raisons purement personnelles, puisque c'est toujours un vrai plaisir depuis des années de le croiser, d'échanger ensemble sur différents continents, et puis aussi parce que son propos est toujours libre, il est sans démagogie, il est plein de connaissances, parfois d'humour, mais ça dépend son humeur, donc on va voir. Et puis vraiment, il est aussi ancré véritablement dans la thématique qui nous incombe, avec ce pont entre citoyens, intellectuels, politiques, et ça nous plaît particulièrement. Saul, merci d'être là, et puis j'aurai la fâcheuse tendance à être ton maître du temps. Voilà. À toi la parole, merci. Bien, bonsoir. Content d'être là, toujours un peu énervé. Je commence. Après, je ne sais pas bien comment terminer. Surtout cette lumière, on a envie d'avouer tout, pourvu que la lumière soit moins violente. Bien. Donc, 45 minutes, 44 maintenant. Merci. Mes yeux reconnaissants. Pour développer cette question qu'on a convenu avec les organisateurs que je pouvais traiter, considérer le handicap autrement qu'à travers la peur et la pitié. C'est une question à laquelle je ne me dépêcherai pas trop de répondre.
généralement, on fait sur l'handicap en particulier des grands discours aussi exaltants que un peu creux, à mon avis. Bon, c'est tout à fait autre chose. Je vais vous proposer... Ah oui, j'ai oublié de dire... Car c'est un nom d'origine polonaise, mon père était polonais, émigré en Argentine, où je suis né, l'accent avec, que j'ai quitté pour des raisons tout à fait banales à l'époque, mais je ne suis plus jamais retourné pour des raisons tout à fait policières, enfin militaires. J'étais trop attendu, comme 30 000 de mes contemporains, et bon, et la torture se fait mal. Deux secondes. Je sais pas qu'est-ce que je fais de mes lunettes. Et heureusement, je connais un peu le thème. Trois parties, comme vous pouvez voir, trois parties principales en tout cas. Une petite introduction en quelque sorte sur qu'est-ce qu'on peut entendre par handicap. Comment l'utiliser autrement que comme un lieu commun. Comment ne pas le dire trop vite, essayer de lui donner quelques contenus. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut entendre par accompagner les personnes en situation de handicap. Et enfin, arriver au thème officiel. Mais je ne pouvais pas arriver sans ces introductions. Et la question de l'inclusion qui est moins évidente que pourrait le penser. Bon. Non, vous me donnez 2 minutes parce que je vois très mal. Ah oui, j'en ai d'autres. Les lunettes TGV. Bon, donc je vais développer la plupart des points inégalement parce que le temps passe vite. Qu'est-ce qu'on peut entendre par handicap ou par personne handicapée? La définition, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Il y a des caractérisations, des manières de parler, de désigner, qui avec les doigts, qui avec des métaphores, mais pas tellement de définitions comme on peut définir d'autres questions. En général, je commence par une très belle définition de l'ancienne ministre Simone Veil, ministre de la Santé à son époque, qui expliquait est handicapé celui qui est reconnu comme tel par la Cotorep, l'institution de l'époque. Et handicapé celui qui est reconnu comme tel. C'est-à-dire que ça vient dire d'une part que sans la reconnaissance on n'est pas handicapé, on est bizarre, je reviens dans 2 minutes, on est bizarre, on est particulier, mais surtout que ça veut dire aussi que pour être handicapé, il ne suffit pas que j'entende des voix, ou que je marche comme ci ou comme ça, ou que j'ai tel ou tel patrimoine génétique. Encore faut-il être reconnu par la Cotorep ou autres structures, c'est-à-dire que l'handicap n'est pas qu'une expérience individuelle, n'est pas que l'expérience d'un sujet. C'est lui, elle qui les porte, il n'est pas seul. Bien d'autres jouent leur destin à côté. Ça va être ma conclusion 15 à la fin de cette feuille. Cette histoire de handicap, c'est une longue histoire, pas terminée, que je ne vais pas trop détailler, sous peine du temps qui passe toujours. C'est une longue histoire. Je vais juste nommer 2-3 points. Et c'est une longue histoire qui vient dire que le handicapés n'ont pas toujours existé. Phrase qui n'est pas qu'une boutade, qui n'est pas une provocation non plus. Jeanne d'Arc, dont on connaît au moins les noms, et son rôle de l'histoire en France. Jeanne d'Arc, comme vous savez, entendait des voix. C'est la définition qu'on peut en donner. Et pourtant, elle n'était pas psychotique. Les grands poètes Arthur Rimbaud, grand poète, trafiquant d'armes, bisexuel, enfin il avait tout. Il n'était pas polyhandicapé quand même. Antonin Artaud, moins connu, un grand poète, qui a passé la plupart de sa vie en institution psychiatrique,
n'était pas fou, pas entièrement fou, en tout cas n'était pas handicapé psychique ou mental. C'est pour dire quoi? Non pas qu'il se portait très bien, j'en sais rien en fait, moins pour dire qu'il se portait très bien que pour indiquer qu'il faut d'autres éléments que la seule caractéristique personnelle parfois de quelqu'un handicapé. Donc c'est là que j'avais fait une petite déviation par la longue histoire du handicap, qui n'est pas l'histoire du handicap. Il n'y a pas de handicap, il n'y a pas de personnes handicapées avant le 19e siècle. C'est un sociologue qui vous parle, c'est une création sociale. Avant le handicapé, il y a les difformes, l'original, les bizarres. Lazare, c'est un exemple, je dirais, chimiquement pur de handicapé physique, et pourtant non. Une des conditions, c'est qu'il y ait des disciplines médicales, qu'il y ait certaines idéologies sociales, comme on dit en sociologie, il faut qu'il y ait certains appareils de prise en charge. C'est renforcer par tous les moyens cette idée qu'on n'est pas handicapé seul. Au 19e, début 20e, il commence à avoir des personnes handicapées. Commence à avoir des handicapés, point. Au 20e, il commence à avoir des personnes handicapées. C'est pas juste un mot qui s'ajoute. C'est dire que ça, ce personnage-là, le fou du village, ou le poète, ou autre, ou Lazare, ou la Jeanne, comme dit la campagne, ou la Jeanne d'Arc, sont des personnes. Donc, on doit à quelques considérations, à quelques respects, on doit à telle ou telle allocation, les cas d'échange, etc. Vous voyez? Et quand, je veux dire, quand on change l'appellation, c'est pas un changement d'étiquette, c'est un changement de désignation institutionnelle, politique. Si à Lazare, on ne pouvait pas l'envoyer un travailleur social, encore moins un psychiatre. Il n'aurait pas compris, et bien entendu, ça n'existait pas comme spécialité, mais ils sont nécessaires pour que l'handicapé puisse advenir, disons. 19e siècle, handicapé, début 20e, personne handicapée. Actuellement, personne en situation de handicap, c'est encore autre chose. Et je finis ma liste avec des points de suspension. Et une personne en situation de handicap n'est pas handicapée tout court. Il fallait monter ici, sur l'estrade. Bon, heureusement, l'architecte a imaginé un petit escalier. Je n'ai pas besoin pour le moment en tout cas d'autre chose, mais s'il n'y a pas d'escalier et qu'il faut faire un saut élégant pour monter sur l'estrade, et là, ça vient dire que je suis en situation de handicap, manque de moyens, et pas seulement parce que j'ai des difficultés à sauter. Et cette notion de personnes en situation de handicap inclut ce qu'on appelle habituellement le contexte, l'environnement, au sein même du handicap. Il doit être encore plus gravement question un peu plus tard avec l'inclusion, si j'arrive, j'espère. Mais alors, j'étais parti de la question, mais quand est-ce qu'on est handicapé? Je dirais qu'il y a deux conditions nécessaires. Il y a une courbe de Gauss, vous savez, c'est une courbe comme ça. En sociologie, on est très fan de ça. Qui est la seule façon, en sociologie, mais en psychologie aussi, la seule façon de définir la normalité. La courbe de Gauss, le cercle, donc. La courbe de Gauss est une convention. Dans tel pays, dans telle culture surtout, avec telle courbe de Gauss, le nombre d'handicapés peut être divisé ou doublé par 10. Je ne sais pas si c'est clair. Et si je m'appelais Jeanne, ce n'est pas le cas. Si je m'appelais Jeanne, et si j'entends la voix de Dieu qui me donne telle ou telle mission, je ne suis pas handicapé psychique. Je suis envoyé par les dieux.
handicapés seraient plutôt les mécréants, plus que moi. Donc, pour dire que la qualité ou la condition d'handicapé a à voir avec cette courbe, c'est une convention sociale propre à certains pays. On n'est pas handicapé de la même manière dans tous les pays pour les mêmes causes et ne reçoivent pas le même traitement. Dans la même société, on n'est pas handicapé de la même manière, disent les sociologues, selon la couche sociale dont on relève. Je veux dire, un fauteuil électrique n'est pas la même chose qu'un fauteuil qui roule, même si la Sécu paye une partie des frais. Conclusion très rapide de cette première partie. Il y a plein d'institutions qui s'occupent, ils pourraient le faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Plein d'institutions, plein de spécialistes, plein d'experts de toutes sortes. De toutes sortes. Là, je ne risque pas de faire une liste parce qu'elle serait très incomplète. Donc, plein d'institutions, plein d'experts, plein de professionnels à s'occuper de personnes en situation de handicap. Ça veut dire quoi? Pour le sociologue, ça veut dire que les handicapés sont nécessaires aux personnes en situation de normalité pour se convaincre qu'ils en sont. De même que les chômeurs en économie politique, de même que les chômeurs servent à calmer, souvent c'est la lumière qui me tue, et de même que les chômeurs servent à calmer les revendications des employés, on peut imaginer les handicapés comme étant nécessaires. On dit normaux. En sociologie, on ne dit pas normaux, on ne dit pas normal, c'est un gros mot. Très gros mot, on dit normaux. Une façon d'attirer l'attention sur le fait que la normalité est une construction historique. Une fois encore, l'exemple le plus facile, que si je m'appelle Jeanne, que je n'entends pas la voix de rien, c'est inquiétant. Mon état est inquiétant. En revanche, je vais très bien quand il m'appelle. La preuve, Jeanne se portait très très bien, tandis que les grands autres lui parlaient. Vous vous souvenez, vous étiez là, à un moment, Dieu a cessé de lui parler, et c'est là que ses devoirs ont commencé. Il avait des problèmes, non pas parce que Dieu lui parlait, mais parce que Dieu ne lui parlait plus, et que les Anglais l'ont su, entre autres. Les Bourguignons aussi. Bien, donc, vous voyez la question du handicap, il faut la connecter absolument à la question de la normalité, en entendant que la normalité est une convention sociale parmi d'autres. La plupart d'entre nous, on n'entend pas de voix. Ouais. C'est pas un oui très convaincu. Ouais. Mais on doit entendre de temps à autre la voix du devoir, la voix de la patrie, tant de voix qui parfois nous font très bien, nous font sentir utiles au pays, et d'autres fois nous font vraiment très mal. À quoi je veux en venir? À dire que les personnes en situation de handicap n'ont pas de problème, que c'est nous qui les inventons? Non. Je veux en venir à la conclusion que les personnes en situation de handicap aussi ont des problèmes, mais ils n'ont pas l'exclusivité. Être en situation de handicap n'est pas automatiquement avoir des problèmes, car être en situation de normalité, ça ne garantit rien, sauf la médiocrité ambiante. C'est pourquoi je préfère, au lieu de parler de personnes normales, qui est une notion très difficile, impossible à définir, je préfère parler de personnes en situation de normalité. Et ça peut changer. Ça peut changer. Laissons la question 2 minutes, un peu plus, de côté pour les grandes deux, accompagner des personnes en situation de handicap. Accompagner, que ce soit en travail social, en psychiatrie, ça s'utilise aussi, médico-social aussi. Et accompagner, c'est un terme très usuel, à juste titre d'ailleurs, très utilisé. On accompagne les personnes en situation de handicap
faire telle ou telle démarche, ou que l'accompagne dans un projet de vie ou autre. Accompagner, c'est quelque chose de très très répandu. Mais on peut risquer l'idée que accompagner, c'est trop vague, trop énigmatique. Je peux accompagner des gens avec des procédures et des finalités complètement différentes. Donc là, on pourrait schématiser l'accompagnement en disant qu'il y a trois figures centrales, trois manières typiques qui n'existent pas absolument chacune de son côté, et trois manières d'accompagner. Trois manières qui mettent en scène le personnage ad hoc, une certaine conception du handicap, de qui est l'handicapé, etc. Trois manières, donc la charité, la prise en charge, la prise en compte. Bon, si j'avais le temps et vous la patience, ce sont deux vertus lourdes. C'est pas le cas, je veux dire. Bon, il faudrait détailler beaucoup chacune des deux. Je dis absolument pas que l'une est meilleure que l'autre, je ne sais pas sur quels critères je pourrais le défendre, mais disons, sont assez typiques. La charité, qui n'est pas faite forcément par une bonne sœur officielle, il y a des bonnes sœurs en civil. La charité suppose que la personne handicapée dont je m'occupe, étant handicapée, n'a pas la jouissance de tous ses moyens, ne sait pas bien ce qu'il veut, il veut des choses contradictoires. Heureusement, je suis là pour l'aider à faire le bon choix. Traduction en français, à l'accent près. Pour l'aider à faire le bon choix, ça veut dire l'aider à faire les choix que je pense le meilleur pour lui. Ça marche très bien tant que la personne en situation de handicap consente à se faire porter au propre et au figuré. Je fais beaucoup d'analyses de pratiques, c'est là que vient ma science, très bien, dans des institutions, etc. Le problème commence quand National 7, avez-vous vu un vieux film, National 7, d'une usagère comme d'un travail social, un fauteuil, qui voulait une femme. On lui a expliqué qu'il n'y avait pas. Je vous fais un résumé. Le film est bien plus fin que ce que je vais raconter. On lui a dit qu'il n'y avait pas l'institution, enfin pas pour ça en tout cas. Et bon, il était très enragé, etc. Et il s'est confié beaucoup à une éducatrice qui lui expliquait que c'est pas possible, que l'institution sociale n'est pas pour ça. Il fait une visite à une dame qui vend ses charmes, enfin qui loue en fait, il ne les vend pas, qui loue ses charmes, mais bon, c'est pas très satisfaisant comme expérience. Il revient à l'institution et il reparle avec l'éducatrice qui s'occupait de lui, qui finit par lui dire qu'elle aussi elle a des gros problèmes avec ça, elle ne les nommait même pas avec ça, et qu'elle ne savait pas comment faire. Et c'est lui, le handicapé officiel, qui initie la normale officielle. Je ne sais pas s'il est initié, il avait un certain âge déjà, mais qui l'accompagne dans sa découverte à elle de la sexualité. Pour dire que handicapé n'est pas forcément celui qu'on pense. Normal encore moins. Normal encore moins, chacun de nous pourrait, avec cet exemple ou un autre, chacun de nous pourrait donner 1000 exemples de comment les apparences sont trompeuses. La charité, vous voyez, la charité c'est vouloir le bien d'autrui, ce qui est tout à fait digne et très bien. Mais comme l'autre est handicapé, et avec voire handicapé psychique, il ne comprend pas bien. Et heureusement, je suis là pour lui dire ce qui est bon pour lui. Je vous disais, ça marche très bien tant que l'autre est consentant. Le problème, c'est
la personne handicapée qui ne rentre pas dans l'étiquette, qui rentre pas dans le cercle. Auquel cas, il faut faire autre chose. La prise en charge, qui est la posture la plus répandue en travail social, en psychiatrie, en psychologie. La prise en charge. La prise en charge, en général, est faite à l'égard d'une personne qui ne peut pas se prendre en charge tout seul, qui a besoin de nous, que ce soit pour les appareillages, pour les fauteuils, mais aussi pour qu'on lui explique le monde, pour qu'on lui dise ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Je veux dire, la prise en charge suppose qu'il y a quelqu'un qui sait, l'expert, le travail social ou autre. Il y a quelqu'un qui sait, et puis il y a l'autre qui ne sait pas. Mais il faut encore qu'il y a de la chance de se trouver face à quelqu'un qui va l'aider, ou soi-disant aider. La prise en charge parfois bute sur la résistance à la personne handicapée. Avec tout ce qu'il a fait pour lui, pour elle, il pourrait être un peu plus reconnaissant, ne pas se faire encore sur lui, sur elle, ne pas... il était d'accord, et il m'a fait déplacer 3 rendez-vous. Il voulait venir à tel jour uniquement avec les gens de fondamental exposés, et il n'est pas venu. Ils ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prise en charge, on ne sait pas bien que faire quand celui qu'on appelle les bénéficiaires n'est pas consentant. Vous voyez, c'est quand il ne va pas dans la ligne qu'on espérait, quand il ne rentre pas dans les bonheurs qu'on lui avait promis. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit on dit, qu'est-ce qu'il va mal? Parce qu'avec tout ce qu'on a fait pour lui, il est incapable de dire. Bon, soit on renforce le diagnostic, soit on essaie de passer de la prise en charge, c'est-à-dire que la prise en charge fonctionne sur les motifs. Je sais ce qui est bon pour vous. C'est pourquoi il faut me suivre. Passer de la prise en charge à la prise en compte, c'est-à-dire faire le moins possible pour lui et faire le plus possible avec lui. Mais est-ce qu'il saura ce qui est bon pour lui? Réponse très sincère, parfois oui, parfois pas du tout. Vous admettez que parfois il peut faire des bêtises, des gaffes. Oui, comme vous. Comme vous. Il y a pas mal de personnes en situation de handicap qui vont pire dans l'institution que quand ils étaient à la maison. Et ça, c'est pas la bonne volonté du personnel qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est qu'on ne peut pas s'occuper d'autrui sans faire quelques gaffes, et pas forcément mineures. Les personnes handicapées peuvent se tromper, mais bien sûr, peuvent toucher sur le mauvais bouton. Oui. C'est un risque. C'est un risque. Je ne propose pas un casse-cou généralisé. Ce que j'ai dit, c'est que la personne en situation de handicap est d'autant plus handicapée que moi, de soi-disant normal, je me raconte que toute la normalité est de mon côté. Si je ne laisse pas faire, effectivement, il va continuer à faire ce qu'il faisait. J'ai quelques tics cet après-midi, excusez-moi, avec les lunettes. Et d'accord, on me dit, bon, ce que vous dites est intéressant. Mettons que cette assemblée, il y a quelqu'un de généreuse, qui dit tout ça est très intéressant. D'accord, oui, merci. Mais, il y a toujours mais, comme je dois. Mais qu'est-ce que vous faites des conformations, configurations pathologiques? Il y a des gens qui entendent des voix, il y a des gens qui ne peuvent pas faire tel ou tel geste. Des personnes qui sont diagnostiquées hypochondriaques, plus graves, disons, de l'échelle des SM psychotiques. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous ne pouvez pas dire qu'ils sont comme nous.
Moi, comme j'ai appris à écouter, j'écoute, je dis rien. Vous ne pouvez pas dire qu'ils sont comme nous. Ils sont psychotiques, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont comme nous. Je ne sais pas comment nous sommes. Et je ne pense pas que tous les psychotiques soient dedans. Hein. Il y a pas mal sur la voie publique. Hein. Je ne donnerai pas de nom. Il y a pas mal sur la voie publique. Et la psychose, ce n'est pas rien, mais on aurait tout à fait intérêt à se dire en même temps que la psychose n'est pas tout. C'est pas rien, c'est pas la même chose que ne pas être psychotique, bien sûr, mais en même temps, ce n'est pas tout. Je veux dire, aucune personne n'est entièrement et complètement définie par sa psychose. Il y a aussi d'autres choses. Quand on est trop naïf ou qu'on n'a pas d'expérience de ces choses-là, on dit, tiens, tu as entendu parler, on ne dirait pas qu'il est psychotique. Mais ça ne se voit pas par un signe sur le front, sauf la lumière sur mon front à moi, mais sinon, ça ne se voit pas, c'est une caractéristique lourde. Oui, je le mets, lourde. La normalité, boulot, métro, dodo, la célèbre métaphore parisienne, et la normalité est un symptôme gravissime, hein, dont une bonne partie de nos contemporains ont du mal à se soigner. On peut en mourir même. Beaucoup de gens meurent de ces symptômes-là. Je ne dis pas que c'est mieux être psychotique que normal. Je dis que ça serait utile d'avoir de se donner une représentation laïque. Hein, laïque de la psychose. Il va mal, oui, il entend des voix. Mais il n'entend pas des voix tout le temps. Il entend des voix pas tout le temps, et il faut voir ce qu'on lui dise. Ce que ces voix lui disent, de quelle manière c'est dit. Ce seraient les trois formules, si vous voulez, de la charité charge prise en compte, et cette idée d'une représentation laïque des états pathologiques. Pourquoi pendant la guerre, les Allemands ont fait ce qu'ils ont fait? Pourquoi Hitler, il était fou? Réponse, hein? Il était fou. Ouais, c'est probable, sauf que tous les fous ne sont pas nazis. Hein? Ce qui détruit beaucoup l'explication. Et la folie, au sens courant ordinaire du terme, la folie, c'est pas rien, j'insiste, ce n'est pas tout. Ça ne définit pas la personne, ça dit quelque chose de cette personne, telle ou telle dimension. Pas la même chose qu'il est blond, il est psychotique, évidemment, la couleur des cheveux et la configuration psychique, c'est pas la même chose, mais on peut parfaitement cohabiter avec sa psychose, comme les poètes cohabitent avec la leur, comme les gens normaux cohabitent avec leurs symptômes. Autrement dit, bon, avec d'autres, c'est pas moi qui ai inventé ça, et avec d'autres, bon, j'ai combat toujours une idée de la pathologie comme une explication finale des gens. Il est comme ça, il a tué tout le monde parce qu'il était fou. Mais non, tout le fou ne tue pas tout le monde. Ça n'explique rien. C'est tous les rôles qui excèdent les 14 minutes après ma montre qui me restent de vie orale. Mais disons, la dimension psychique est aussi essentielle, bien sûr, que parcellaire. Les gens ne sont pas des entités psychiques. Les gens sont des hommes, des femmes, éventuellement les deux, qui ont entre autres caractéristiques une certaine configuration psychique, comme ils sont aussi partisans de tel ou tel monde, de telle ou telle relation, tel ou tel salaire, etc. Bon, sur ce, j'arrive au thème. C'est pas trop tard, c'est même pas trop tôt. À propos de l'inclusion, très joli mot. C'est un mot onusien, enfin, ONU, très développé dans
à Bruxelles, très très développé, intéressant. À l'entrée dans le hall, il y a quelques citations qui sont pas mal aussi. Je lis avec vous, si vous voulez bien, les deux définitions bien intéressantes. Dans l'introduction, ça date de 2006, hein, déjà. Dans le préambule, pardon, à propos des droits des personnes handicapées, il est dit la notion de handicap évolue. Autrement dit, elle n'est pas la même, on n'est pas handicapé de la même manière il y a 50 ans ou aujourd'hui. Elle résulte de l'interaction, donc là ça va définir les personnes en situation de handicap. Elle résulte de l'interaction entre, d'une part, des personnes présentant des incapacités et d'autre part, les barrières comportementales et environnementales, pour ce langage Nations Unies, hein, c'est un peu lourd d'angle. En clair, c'est l'interaction entre les personnes présentant des incapacités. Parenthèse, des incapacités ne suffisent pas à faire handicaper. Qui parmi nous aurait l'affront, pas moi en tout cas, pas pour ça en tout cas, aurait l'affront de prétendre qu'il n'a aucune incapacité, d'aucune nature. La liste pour chacun de nous peut être excessivement longue de nos incapacités respectives. Donc ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à faire handicap. Donc résulte l'interaction entre, d'une part, des personnes présentant des incapacités et d'autre part, des barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société. Ça vient de dire qu'un haut lieu, c'est une structure tout à fait importante, les Nations Unies, et il est dit que l'handicap d'il y a 50 ans n'est pas celui d'aujourd'hui, et que l'handicap concerne la personne qui en est porteuse plus tous les autres. Et ça finit, mon exposé aussi d'ailleurs, ça finit par cet article, c'est l'article 16 de cette même déclaration qui dit la personne en situation de handicap a le droit de ne pas être soumise à l'exploitation, à la violence, à la maltraitance. Je trouve cet article formidable, mais est-il applicable seulement aux personnes en situation de handicap? Est-ce que nous vivons dans des sociétés, pas que françaises d'ailleurs, est-ce que nous vivons dans des sociétés où règne la bientraitance? Il n'y a pas de violence ou très peu, où il n'y a pas d'exploitation économique? Oui, on demande pour les personnes en situation de handicap l'inclusion qui est plus que, on le verra en 2 secondes, l'inclusion qui est plus que l'insertion, c'est pas un jeu de mots non plus. L'inclusion suppose qu'ils ont droit à ne pas être exploités, à recevoir un juste salaire, comme dit les Nations Unies, etc. Ce qui n'est pas le cas d'une bonne partie des personnes en situation de normalité. Là, il y a la possibilité de quelques alliances, quelques combats à mener ensemble. Là, vous avez une définition, elle est intéressante, d'un des penseurs à l'époque des Nations Unies sur l'inclusion, c'est mon point 32. L'inclusion ne se résume pas des processus d'insertion professionnelle et d'intégration économique. Et consiste aussi en une participation sociale, culturelle et civique à la société. Non seulement ça vaut, il me semble, ça vaut pour toute personne en situation d'handicap ou pas, mais ça vient dire que la grande différence entre insertion et inclusion, c'est que cette dernière dépasse les seules strates économiques. Ce n'est pas parce qu'on a un emploi sûr, disons bien payé, je vais dire, c'est presque le mot noir, ce n'est pas parce qu'on a un emploi à peu près assuré
c'est pas pour autant on est inséré dans la société, on cotise, on paye ses impôts, etc. C'est pas pour autant qu'on est inclus dans la société. Parce qu'on pourrait travailler dans telle usine, dans tel pays, ou travailler dans la même usine dans un autre pays. Il n'y a pas d'inclusion civique et sociale. Donc, je veux dire que le leitmotiv de l'inclusion des personnes en situation de handicap est un leitmotiv lourd, généreux, sinon extraordinaire même, mais ça implique un petit détail qui n'est pas petit, et changer de société. C'est-à-dire une société avec, ne rêvons pas trop, un peu moins, c'est énorme déjà, un peu moins d'exploitation, avec plus de considération, avec moins de discrimination de différentes sortes. Considérer le handicap autrement qu'à travers la peur et la pitié. Bon, la pitié, c'est très bien. Pour ainsi dire, 6 minutes, jamais parlé aussi vite. Et mal, en plus. La pitié, c'est bien dire que je consacre un peu de mon temps à ces gens-là, à moins que je sois un familier. Je consacre un peu de mon temps. Je montre, et ça c'est un des ressorts de la pitié, en la matière, pas forcément dans la théologie. Et je montre à quel point je suis bon, rempli de bonté. J'occupe mon temps avec lui, avec elle, parce que ça donne un sens à ma vie. Ça me permet de montrer à quel point je suis digne. Pourquoi l'handicap peut faire peur? Bon, les raisons sont multiples, n'est-ce pas? Une raison, me semble, se répète. Pourquoi le handicap peut faire peur? Ça me rappelle quelqu'un, moi. Ça me rappelle à quel point je suis coupable de rien. Mais dans des civilisations judéo-chrétiennes comme les nôtres, on est toujours coupable de quelque chose. D'avoir fait quelque chose, ou surtout pas l'avoir fait. Et ça rappelle à quel point il est comme ça parce que, et donc là une raison quelconque, invérifiable d'ailleurs, qui explique qu'il est comme ça parce qu'une fois je n'ai pas ceci ou cela. Je veux dire, pour avoir un peu moins peur, il me semble un remède, on vous dirait un remède de cheval, oui, un peu. Pour avoir un peu moins peur de handicap, ça peut être utile de dire que le handicap est une partie de chacun de nous. Que dans un autre monde, dans une autre civilisation, dans une autre culture, dans une autre classe sociale, on serait parfaitement handicapé. Sont des personnes, on dit, les gens qui veulent, vous voyez, quand on ne veut pas être raciste, on ne dit pas un black, on ne dit même pas un noir, on dit, ce sont des personnes de couleur. Je trouve ça très marrant toujours. Des personnes de couleur, ce qui vient dire que nous, on est transparent. Hein? On n'a aucune couleur. Le blanc n'a pas de couleur, bon, je n'étais pas au courant, mais bon, on ne peut pas tout savoir. Et qu'est-ce qu'une personne handicapée? Une personne handicapée est une personne explicitement handicapée. Qu'est-ce qu'une personne normale? C'est une personne potentiellement handicapée. Ce n'est pas une consolation. Ce n'est pas une consolation, c'est dire que les personnes en situation de handicap ne sont pas différentes. Différentes de qui? Par rapport à quel modèle? À quelle toute-puissance? Différentes de moi, qui suis en pleine possession de tous mes moyens, c'est pas vrai pour personne. Ce n'est vrai pour personne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça?
Bon, moi, on m'a dit, venez et parlez. Donc, je suis venu, je parlais un peu. Et bien moins que ce que j'avais d'habitude, mais j'étais sévèrement admonesté à l'entrée. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Bon, je sais faire la cuisine, mais je ne fais pas de steak frites. Vous voyez, ça, c'est pas la cuisine. Je fais des plats. Donc, ils sont des idées à laisser mijoter. Vous êtes parfaitement autorisé à tout oublier. Ou éventuellement, ça peut vous servir à quelque chose. Il faut attendre. Il faut attendre, on verra un peu dans nos échanges. Mais surtout les jours qui viennent. Si ces propos, c'était une après-midi de perdu encore, ou bien si quelques pistes ont été dessinées qui permettraient de dessiner ensemble un monde un peu plus supportable. Merci de votre patience.